Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, plus d'une semaine après la violente attaque djihadiste à Palma, dans le nord du Mozambique, qui a fait une dizaine de morts, la ville passée sous contrôle djihadiste, le groupe État islamique a revendiqué les attaques. Les opérations d'évacuation des milliers de rescapés sont toujours en cours. Les réactions se multiplient au lendemain de l'acquittement définitif de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo par la justice internationale. Vous entendrez dans ce journal son co-accusé Charles Blé Goudé, qui lui aussi a bénéficié d'un acquittement dans ce dossier. Et à la fin de ce journal, on vous propose de découvrir un artiste et ses œuvres, le designer ivoirien Jean-Servé Saumian. Il travaille le bois du cocotier pour le transformer en objet du quotidien. Les Nations Unies affirment que 8000 personnes ont réussi à fuir la ville de Palma, au Mozambique, aux mains d'un groupe djihadiste depuis la fin de la semaine dernière. L'armée a lancé une offensive et l'Union africaine appelle à une action urgente. Le point avec David Gilbert et Sharon Gaffney. De la fumée s'élève d'une antenne téléphonique. Ces images aériennes de Palma ont été filmées depuis un hélicoptère militaire, alors que les communications sont en grande partie coupées dans la ville côtière. Elles permettent d'apercevoir les dégâts causés par l'attaque et la prise de la ville il y a une semaine par les djihadistes d'Al-Shabaab qui ont prêté allégeance au groupe État islamique. Alors que des dizaines de personnes auraient été tuées, de nombreux habitants, 8000 selon l'ONU, ont réussi à fuir et ont trouvé refuge plus au sud. Lorsque nous avons entendu des coups de feu, nous avons fui dans la forêt. Nous n'avions pas de vêtements, nous n'avions rien du tout. Nous sommes restés 7 jours dans la forêt sans manger, c'était très dur. L'armée mozambicaine a déployé mercredi des renforts autour de Palma. Le Portugal, dont le Mozambique est une ancienne colonie, a annoncé l'envoi d'une 60aine de militaires. L'Union africaine demande de son côté une action régionale et internationale urgente. Les craintes concernent notamment le site gazier voisin de Palma, le plus important d'Afrique. Celui-ci est géré par le groupe français Total, qui avait déjà suspendu certaines opérations et évacué une partie de son personnel en décembre. Cette province de Cabo Delgado est en effet le théâtre d'attaques djihadistes depuis environ 3 ans. Elles auraient déjà fait plus de 2600 morts et 680 000 déplacés. Au lendemain de la décision de justice de la CPI qui confirme l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo, les réactions sont nombreuses en Côte d'Ivoire. Ses partisans se réjouissent. L'ancien président est toujours attendu par ses partisans après 10 ans d'absence. Laurent Gbagbo est toujours par ailleurs sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour l'affaire dite du braquage de la CBAO. Et c'est l'autre accusé de la procédure engagée par la Cour pénale internationale, Charles Blé Goudé, a aussi été acquitté par la CPI. Considéré comme le bras droit de l'ancien président Laurent Gbagbo, il a été son ministre de la Jeunesse et désormais libre. Il a été interrogé sur France 24 par Marc Perelman et il a tenu à adresser un message à la population ivoirienne. Écoutez-le. Vous demandez pardon aux victimes. Je veux parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Mes frères ivoiriens, certains avec qui je me suis brouillé, ceux qui sont sentis blessés, offensés, outrés par quelques paroles qui sont sorties de ma bouche, par un acte avéré ou faux ou supposé qui l'a blessé, ici, devant le monde entier, je voudrais humblement demander pardon à mes frères ivoiriens. On passe au reste de l'actualité africaine en bref et en images. Les Libériens ont rejeté la réduction du mandat du chef de l'État. C'est un résultat du référendum qui s'est tenu en décembre et qui portait sur 8 amendements, dont la réduction du mandat du président et de la double nationalité. C'est un échec pour Georges Weah qui avait appelé à voter oui. Il espérait avoir les 3/4 des votes. Ce ne fut pas le cas. Le retard des résultats est dû au recours introduit après les violences survenues le jour du scrutin. Grève des médecins des hôpitaux publics au Nigeria. Ils entendent protester contre le non-paiement d'arriérés de salaire et le manque de moyens dans les hôpitaux. Le syndicat, qui représente 40% des médecins du pays, espère attirer l'attention des pouvoirs publics sur leurs conditions de travail qui sont largement dégradées avec la crise sanitaire liée au coronavirus. De nouvelles lois anti-corruption en Afrique du Sud. Les partis politiques devront désormais divulguer les détails des donations et ceci dès 100 000 rands, soit 5 750 €. Ces nouvelles règles de financement des partis marquent un véritable changement dans le pays et étaient vivement demandées par les associations.
Le Kenya connaît en ce moment sa 3e vague d'épidémie de Covid-19. Chaque jour, plus de 15% des personnes testées sont positives au coronavirus. Les hôpitaux sont bondés et manquent désormais de places en réanimation ainsi que des bouteilles d'oxygène. Pour endiguer le nombre de contaminations, le président Kenyatta a annoncé des mesures restrictives qui, alliées à la vaccination, devraient, selon lui, protéger la population. Reportage Élodie Cousin et Bastien Renaud. Ce centre accueille plusieurs centaines de personnes par jour. Il vaccine les forces de l'ordre, les médecins, les enseignants, ainsi que les plus de 58 ans. Les gens veulent se faire vacciner. Nous avons ouvert aujourd'hui au public. Nous avons déjà beaucoup travaillé depuis ce matin et nous attendons encore plus de patients. 195 000 personnes ont déjà reçu le vaccin AstraZeneca. Après la polémique qui a bloqué la campagne en Europe, beaucoup redoutaient de potentiels effets secondaires. Certaines personnes avaient un peu peur de se faire vacciner. Alors on les informe sur les contre-indications et ce à quoi ils doivent s'attendre. Et ils acceptent le vaccin. Mais le nombre de doses est insuffisant pour stopper la 3e vague. Alors le gouvernement a confiné les 5 comtés les plus touchés. Écoles, salles de sport et restaurants sont fermés au public. Nous ne nous attendions vraiment pas à cette décision. La situation de notre restaurant s'améliorait, on commençait à rattraper les dégâts commis par le précédent confinement. Cela va beaucoup nous impacter, notamment car c'est bientôt Pâques et nous avions prévu plein de choses. Des mesures difficiles mais nécessaires selon le syndicat des médecins, alors que les services de réanimation sont pleins et manquent d'oxygène. C'est un pas dans la bonne direction et j'en suis content. Mais je pense que nous pourrions en faire plus. Notamment, nous devrions apprendre à toujours avoir un masque, à nous laver les mains. Si nous prenions ces habitudes, nous n'aurions probablement pas besoin de ces mesures strictes qui ont été mises en place. Le pic de cette 3e vague est prévu en mai. Le gouvernement maintiendra ces mesures d'ici là et espère recevoir de nouvelles doses de vaccins avant de connaître une rupture de stock. En Tunisie, des associations de défense des droits de l'homme craignent un resserrement sécuritaire. Depuis les manifestations de janvier, la tension est montée dans les quartiers populaires. Les jeunes et militants associatifs étaient sortis manifester contre le chômage et le gouvernement. Depuis, certains se plaignent d'arrestations arbitraires. Reportage de Lilia Blaise, Hamdi Tili, Natalia Roman Morte et Michel Picard. Dans le quartier populaire du Kram, en banlieue de Tunis, Aymen et Rayen, la vingtaine, attendent dans l'angoisse leur procès en avril. Ils ont été arrêtés avec d'autres jeunes début janvier alors qu'ils n'étaient pas sortis manifester, selon leur dire. Ils nous ont dit qu'on resterait 24 heures puis qu'on rentrerait chez nous. Ils ont dit qu'on était arrêtés parce qu'on était dehors le soir. On pensait qu'on nous accusait de briser le couvre-feu. Mais après avoir passé 4 ou 5 jours au centre de détention, les avocats nous ont dit qu'on était accusés d'avoir jeté des pierres sur les forces de l'ordre. Les deux amis risquent jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Pour eux, ce n'est pas un hasard si les jeunes des quartiers populaires ont été visés. C'est le quotidien de notre quartier ici. Bien sûr, il se concentre sur les quartiers populaires, car c'est là que la révolution a commencé. Et les gens sont descendus dans les rues à partir de là, en 2011. L'administration pénitentiaire évalue à 968 le nombre de personnes arrêtées entre janvier et février, dont la moitié ont été relâchées avec des procès encore en cours pour certains. Les associations défendant les droits humains et les libertés ont dénoncé cette réponse sécuritaire. Les dossiers économiques sont toujours sans solution et la situation politique se dégrade de plus en plus, car le gouvernement est incapable de gérer cette situation, à part quelques actions superficielles et isolées. Le gouvernement dit être conscient du contexte économique difficile. Il a rencontré ces associations et tente de rassurer. La réponse sécuritaire n'est jamais une réponse donc à toutes nos problématiques. Il faut se poser la question, par exemple, pourquoi tous ces jeunes ont fait ces demandes, ont manifesté pourquoi est-ce qu'on ne donne pas d'autres réponses? Cette question se pose à nous tous. Un questionnement qui intervient dans un contexte où le chômage touche 36% de la jeunesse tunisienne. Une information qui va ravir les amateurs comme les autorités locales sénégalaises. Les lutteurs sont à nouveau autorisés à repartir au combat après 1 an de disette. Véritable institution locale, la lutte sénégalaise devrait reprendre dans l'arène nationale de Pikine ce dimanche. Et le plus attendu des combats à l'affiche opposera 2 stars, Eumeu Sène et Lac 2. J'ai envie de leur dire que le meilleur gagne.
Bien sûr. Et je vous propose à présent une rencontre avec le designer ivoirien Jean-Servé Somian. L'artiste ébéniste travaille le bois de cocotier pour le transformer en objet du quotidien. Ses œuvres sont à découvrir dans son showroom à Grand Bassam. Il est aussi un fervent militant pour que la jeunesse africaine soit formée aux arts de son continent. Objectif, transmettre son savoir-faire aux futurs designers. Célia Caracena et Harold Girard l'ont rencontré à Paris. Reportage. Un banc en bois de cocotier, une commode en acajou ou encore un bar d'un nouveau genre. Le bois est pour lui une source d'inspiration inépuisable. Jean-Servé Somian transforme la nature en œuvre design. Je viens de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, donc Grand Bassam c'est une cité qui est située entre mer et lagune, donc on a de l'eau partout. Je remarquais qu'il y avait plein de pirogues qui pourrissaient en bordure des plages, des fleuves et des rivières, donc je ne comprenais pas pourquoi. C'est juste que les pêcheurs avaient fini, ils étaient fatigués, ils ne pouvaient plus à un certain âge et qu'ils abandonnaient ces pirogues juste sur les rives. Je me dis il va falloir leur redonner une autre vie, voilà la dernière, celle qui ne bougera plus. Le designer crée alors les méridiennes et les banquettes pirogues. Les troncs de cocotier qui peuvent atteindre 8 mètres de long deviennent sa pâte à modeler. En 2018, l'artiste ouvre son showroom à Grand Bassam pour rencontrer son public ivoirien. Au début, c'était un peu difficile, mais c'était aussi un challenge. C'était pour ça que j'ai fait ce showroom. C'est de dire qu'à un moment, il faut présenter ce qu'on sait faire. Il faut montrer la panoplie de son travail, que les Ivoiriens sachent que voilà, il y a un designer ivoirien qui est là, qui produit sur place, avec du matériau du pays. Les Ivoiriens s'intéressent beaucoup, les Africains s'intéressent beaucoup à ce qu'on fait. Aujourd'hui, je suis très fier que mes gros clients sont des Ivoiriens, des Africains et des femmes. L'artiste est aussi un fervent militant pour que la jeunesse africaine soit formée aux arts sur son continent d'origine. La génération d'après, il faut la préparer maintenant. Donc là, ça c'est notre boulot à nous. Moi, en tant que designer, en tant qu'artisan, c'est de pouvoir aussi former des jeunes. Mais en fait, j'ai dit, c'est toute la société africaine qui a aussi sa part de responsabilité. On va dire les élites, ceux qui enseignent. C'est pas que la création, elle est importante, mais il faut aussi que ça reste. Il faut qu'on arrive à discuter, il faut qu'on arrive à débattre, il faut qu'on arrive à amener ça dans nos écoles. Demain, on pourra proposer des choses en Afrique. C'est pas facile, mais il n'y a que comme ça. Prochain objectif pour Jean-Servé Somian, ouvrir une école de design en Côte d'Ivoire pour que ce savoir-faire ne s'oublie pas. C'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci à tous. Restez avec nous. L'actualité continue sur France 24. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Madame ? Je reviens Madame ? te chercher. Ça va ? Ça vous a pas fait trop mal ? Oh, pas du tout. Au contraire. Parce qu'on rêve tous de se retrouver, vaccinons-nous. Retrouvez la météo avec les cafés Malongo, acteurs du commerce équitable. Chez Malongo, ce sont les petits producteurs qui font les grands cafés. Le cœur des hommes bat dans Malongo.